Dans ce nouvel épisode de cinéma, on va parler du début de l'épidémie du sida, de la tentative d'assassinat sur Larry Flynt, et de la scène punk de Los Angeles au début des années 80. Petit disclaimer avant de commencer, le film dont je vais parler est interdit aux moins de 18 ans et contient des scènes sexuellement explicites. Je vais vous parler de Café Flèche, réalisé en 1982 par Steven Sayadian. Steven Sayadian est né le 18 octobre 1953 à Chicago, dans l'Illinois. Très vite, il développe une obsession pour les images et les récits cinématographiques. J'ai grandi dans l'adoration du cinéma. Déjà dans mon enfance, je connaissais non seulement les films underground, mais aussi les films de studio. Il existait à l'époque 6 grands studios, et une demi-douzaine d'autres, surnommés les Poverty Row Studios. Je pouvais vous dire que telle star était employée par tel studio. Cette fascination, très précoce, pour les systèmes de production et les codes du cinéma, structure déjà son regard, celui d'un observateur méthodique des images populaires. En 1971, à 18 ans, il découvre Les Diables de Ken Russell, une expérience fondatrice qui change radicalement sa perception du cinéma. Ces images époustouflantes ont radicalement changé ma vie. J'avais déjà vu des films de Fellini, mais il y avait là quelque chose de différent. Beaucoup de jeunesse, d'énergie et d'audace. En 1973, à Londres, lors d'un concert de Magma, il tombe par hasard sur un magazine français qu'il n'a jamais vu, Hara-Kiri. Il est renversé par sa liberté de ton et son humour absurde, cette façon unique de combiner photographie et phrases choc en couverture, comme une bande dessinée avec des photos. De retour aux États-Unis, il tente de percer comme satiriste en envoyant ses travaux à Mad Magazine, Marvel Comics ou National Lampoon. Ce que je soumettais au magazine n'était pas assez bon. À l'époque, je trouvais ça formidable, et quand tout a été refusé, j'ai failli fondre en larmes. En 1975, ne trouvant aucun débouché professionnel, il crée dans son appartement sa première œuvre visuelle aboutie. Une publicité parodique intitulée Curtel, fabriquée entièrement à la main, typographie comprise. Il se caste lui-même comme modèle, faute de budget. L'œuvre détourne les codes publicitaires, dans l'esprit de Massacre à la tronçonneuse, qui vient de sortir au cinéma. Il poursuit quelque temps en réalisant une série de photomontages satiriques dans le même esprit. Mais alors qu'il cherche encore à percer dans les magazines traditionnels, un déclic survient. Un type qui bossait pour Oui, la version américaine de lui, m'a conseillé d'aller à Columbus, dans l'Ohio, pour tenter ma chance auprès d'un certain Larry Flynt. La même idée lui est confirmée par quelques personnes, dont Chris Miller qui travaille au Lampoon. Il m'a dit, si tu étais vraiment malin, tu découvrirais ce magazine masculin appelé Hustler. Il en est à ses débuts, mais on dit que ça va devenir quelque chose. Convaincu, Sayadian appelle la direction de Hustler. On lui dit qu'il n'y a pas de rubrique humoristique. Il décide quand même d'aller à Columbus. Il fait 8 heures de route avec son portfolio, une vingtaine de planches entièrement finies, prêtes à imprimer. Le siège de Hustler est installé dans un go-go bar, et lorsque Sayadian arrive, le portfolio passe rapidement de main en main, jusqu'à Larry Flynt lui-même. Quand Sayadian récupère son dossier, les photos ont disparu. À la place, un chèque de 2500$. Larry m'a alors dit « Je ne sais pas encore quoi en faire, mais j'achète tout ». À l'automne 1976, Larry Flynt engage officiellement Sayadian comme directeur créatif chargé de l'humour et de la publicité pour Hustler. Sayadian installe son studio dans le Go-Go Bar de Columbus, où il vit presque en permanence. Sa mission est radicale, transformer chaque publicité en mini-fiction grotesque, en faux spot publicitaire dérangé, où le lecteur ne sait plus s'il regarde une vraie annonce ou une immense blague. À une époque où la publicité des magazines adultes se résume à une femme nue tenant un vibromasseur, l'approche est révolutionnaire. Flynt lui laisse une totale liberté. La seule règle, divertir. Hustler commence alors à ridiculiser les grandes figures de la culture américaine, notamment Playboy et son fondateur, Hugh Hefner, qu'il juge trop bourgeois et hypocrite. L'une des premières images emblématiques de cette période, créée par Sayadian, est Slayboy, qui détourne une célèbre campagne de Playboy. Contre toute attente, ça marche. Ces pages deviennent si populaires qu'elles cessent d'être perçues comme de la publicité, pour devenir presque du contenu éditorial. Des visuels comme Love Doll deviennent emblématiques. Mais Hustler grossit, se radicalise politiquement, et les grandes marques font pression. Les cigarettiers, les fabricants de chanifi et d'alcool menacent de retirer leur budget si le magazine continue dans cette direction. Sayadian résiste, et produit jusqu'à 7 pages couleurs par mois. L'ambiance est artisanale, chaotique, autour de lui se forme un vrai collectif créatif. Le photographe Francis Delia, d'abord. Guitariste du groupe de rock The Bruisers, formé à la Cooper Union, passé par les grandes agences new-yorkaises comme Ogilvy & Matters et par le cinéma underground. Il a notamment travaillé comme directeur de la photographie sur le premier film pour adultes Nine Lives of a Wet Pussy d'Abel Ferrara, sous le pseudonyme de Francis X. Wolff.
Il devient photographe pour le magazine National Lampoon et High Times avant de rejoindre l'équipe de Hustler. Son sens du cadrage et de l'éclairage va devenir un atout fondamental de la création de l'esthétique qu'il va produire avec Sayadjan. Moi, j'apportais les idées créatives, mais Francis m'a appris la lumière et ce qu'on pouvait faire avec elle. Il m'a aussi montré que la photographie fixe n'a pas besoin d'avoir l'air magazine, elle peut avoir une dimension cinématographique. L'un des moments fondateurs de leur collaboration est une couverture de Hustler réalisée en novembre 1977, l'image d'un épouvantail. J'ai réalisé qu'une image simple, avec une couleur plate et une image forte au premier plan, pouvait être le point de départ de ce que je cherchais à faire. L'autre figure essentielle est Jerry Stahl, journaliste gonzo, romancier porno par nécessité. Il écrit pour Village Voice, Esquire, Playboy. Quand il débarque à Hustler comme rédacteur, Sayadjan le reconnaît immédiatement. Brillant, sous-utilisé, unique. Stahl, lui, voit en Sayadjan le petit frère perdu de Frank Zappa. Ils deviennent meilleurs amis. Très vite, les trois hommes, Sayadjan, Delia et Stahl, deviennent une sorte de collectif artistique informel. Peu à peu, Sayadjan commence à transformer l'identité profonde du magazine. À la fin des années 70, Hustler explose commercialement. Quand Sayadjan est arrivé, le magazine vendait 200 000 exemplaires par mois. Un an et demi plus tard, 3 millions. Flint déménage son empire à Los Angeles, et avec cette croissance viennent de nouvelles ambitions. Nous avions de grands projets, nous allions créer notre propre société de production, nous voulions faire des films d'horreur, des films décalés. Puis tout bascule. Vous confirmez, Monsieur Flint, avez-vous une déclaration à faire ? Le 6 mars 1978, Larry Flint est victime d'une tentative d'assassinat en Géorgie. Il restera paralysé à vie. Pour Sayadjan, le choc est personnel autant que professionnel. Après la tentative d'assassinat contre Larry, nous avons perdu toute envie d'y rester, surtout moi, parce que j'avais une relation personnelle très directe avec Larry. Avec l'absence de Flint, l'atmosphère du magazine change complètement. Les cadres en costume prennent de plus en plus de place à la rédaction, et l'esprit anarchique des débuts commence à disparaître. Sayadjan comprend alors que la liberté totale qui avait rendu cette expérience possible est en train de disparaître. Il quitte officiellement Hustler en 1978. Avec Francis Delia, il fonde début 1979 le Wolf Studio, une société de direction artistique installée dans le Cherokee Building sur Hollywood Boulevard, face au mythique Musso & Frank et proche du Pussycat, le plus gros cinéma porno de la ville. Et dans le sous-sol du Pussycat, il y avait le club punk The Mask. Dans cet espace de 230 mètres carrés, il développe une pratique hybride entre photographie, design et cinéma. Les premières commandes viennent du X. Lorsque des tas de films classés X sont sortis en VHS, de nombreuses boîtes ont contacté mon studio pour savoir si je voulais créer des jaquettes. J'ai accepté car j'avais besoin d'argent. Dans notre studio, nous avons dû en faire une cinquantaine. Elles ont été très bien accueillies. Ces jaquettes VHS leur ouvrent des portes vers le cinéma mainstream. Le duo commence à travailler sur des affiches de films et des visuels promotionnels, comme Dress to Kill de Brian De Palma, The Fog de John Carpenter, The Funhouse de Toby Hooper. Le studio devient un point de convergence. Dans les étages voisins, répète toute la scène punk underground de Los Angeles. Des groupes comme The Gems, Wall of Voodoo, The Go-Go's, The Bungles. Sayadjan, un peu plus âgé que ces gamins de 16-17 ans, les embauche comme assistants, leur confie des décors à peindre. Autour de lui gravite toute une génération d'avant-gardistes partageant la même esthétique. En 1978, Larry Flint lui confie un nouveau projet, Slam. Sayadjan et Delia ne cherchent plus à faire de la satire classique, ils cherchent à inventer autre chose. Une écriture visuelle directe, presque cinématographique. Avec une série de photos en particulier, quelque chose apparaît pour la première fois clairement. J'illustrais des expressions du quotidien. Death Warmed Over était une de ces expressions. Et pour la première fois, j'ai senti que j'étais proche de quelque chose. Un style, un langage visuel. En parallèle, Sayadjan développe des séries photographiques personnelles, encore plus radicales. La plus célèbre, des poulets vivants achetés dans un marché chinois, photographiés en studio. Ces images seront publiées dans le magazine français Zoom, une consécration à ses yeux. Quand Larry Flint le recontacte pour lui demander de sauver Hustler, Sayadjan accepte sous condition de liberté totale. Il réalise alors une autre série de photographies sous le titre Rouge, Blanc et Bleu, et une idée émerge naturellement. Je me suis dit, je me demande si je pourrais faire un film entier avec ce langage visuel. En 1981, on propose justement à Sayadjan de réaliser un film pour adultes. Le budget est dérisoire, environ 60 000 $, remis en espèces et en petite monnaie, directement issu des recettes d'un peep show. Tourner un film pornographique à Los Angeles reste juridiquement risqué. Les salles peuvent projeter ce type de film, mais leur production est encore régulièrement ciblée par la brigade des mœurs.
Le trio, Delia, Stahl, Sayedian, s'invente donc de nouvelles identités. Jerry Stahl devient Herbert W. D. Francis Delia signe FX Pop et Sayedian adopte le pseudonyme Rin's Dream. L'écriture du scénario se fait dans une logique presque improvisée. Sayedian invente des situations dans l'ordre, Stahl remplit les dialogues. Le film s'intitulera Night Dreams. L'histoire se déroule dans une clinique psychiatrique expérimentale où une femme nommée Madame Van Houten est soumise à des électrochocs destinés à provoquer des rêves érotiques. Derrière une vitre sans teint, 2 scientifiques observent ces fantasmes qui deviennent de plus en plus étranges, grotesques et cauchemardesques. Très vite, la production se heurte pourtant à un problème. J'ai montré le script à beaucoup d'actrices porno et tout le monde disait non. Sayedian comprend alors que Night Dreams est très éloigné des standards pornographiques traditionnels. Il parvient malgré tout à finaliser son casting avec entre autres Dorothy LeMay, Jennifer West, Lonnie Sanders et Andy Nichols. Le tournage, en 35 mm, se déroule sur 6 jours avec une équipe de 5 ou 6 personnes. Delia dirige la photographie, Sayedian supervise les décors, l'esthétique, les accessoires, la mise en scène. Pendant qu'une scène est filmée, d'un côté du plateau, il construit le décor suivant, hors champ. Delia est officiellement crédité comme réalisateur, mais Sayedian le reconnaît lui-même. Il aurait pu simplement écrire au générique un film du Wolf Studio. À sa sortie en 1981, Night Dreams est un désastre commercial. Mais cet échec commercial produit un effet inattendu. Le film commence à attirer l'attention des milieux underground et artistiques. Là où le public porno traditionnel rejette complètement l'expérience, certains critiques et producteurs y voient au contraire quelque chose d'unique. Grâce au succès d'estime de Night Dreams, il m'a été plus facile d'obtenir un budget pour mon projet suivant, 90 000 $, ce qui était énorme pour un porno à l'époque. J'avais 3 investisseurs, 2 producteurs de porno hardcore et un diplômé de Harvard en commerce qui s'était perdu dans le monde du porno. Cette fois-ci, Sayedian ne reste plus dans l'ombre de Francis Delia. Il décide désormais de réaliser officiellement lui-même son prochain film. Au même moment, le climat culturel américain bascule. En juin 1981, les premiers articles sur ce qui deviendra l'épidémie du sida apparaissent dans la presse. On parle encore d'une mystérieuse peste gay. L'esprit libertaire des années 70 commence à se fissurer. Sayedian et Stahl en sont immédiatement marqués et commencent à imaginer un monde où le sexe lui-même deviendrait dangereux. Nous avons commencé à échanger des idées autour du concept de personnes sexuellement actives mises en quarantaine. De là est née l'idée de tomber malade lorsqu'on a des relations sexuelles. À partir de là, le projet prend une direction très différente du porno traditionnel. Il commence alors à chercher une nouvelle structure narrative et pense immédiatement à Cabaret de Bob Fosse. Peu à peu, Sayedian et Stahl construisent l'univers du film. Nous avons écrit le scénario en une dizaine de jours, ce qui était extrêmement long pour un film porno, mais nous prenions le projet très au sérieux. À mesure que le scénario avance, Sayedian comprend qu'il est en train de créer quelque chose de totalement inédit. Non plus un porno expérimental, mais une véritable dystopie sexuelle et politique. Ce film deviendra Café Flèche. Pour le casting, Sayedian écume les petits théâtres de Los Angeles pour convaincre des acteurs non syndiqués de participer au projet. Paul McGibbonnet, qui interprète Nick, et Dandy Baston, qui joue Spike, viennent directement du théâtre expérimental local. Il fallait vraiment que je fasse tout un numéro pour convaincre les acteurs que le projet était sérieux. Du côté porno, Sayedian voulait initialement Annette Haven pour le rôle de Lana, mais son cachet dépasse les moyens de la production. Le rôle revient finalement à Michelle Bauer, future Scream Queen du cinéma d'horreur bis. Mais ce qui donne au film son identité visuelle profonde, ce sont ses figurants. Janet Cunningham, qui gère un petit club local, devient directrice de casting et recrute une quarantaine de personnes issues de la scène underground. Quand cela ne suffit pas, l'équipe part chercher des visages directement dans les rues d'Hollywood, dans les banques du sang, les cliniques de méthadone, dans des clubs comme le Cante de Grande et le club lingerie, et au fast-food nocturne Okie Dog, très fréquenté par les punks. Cette fusion entre performeurs porno, comédiens de théâtre, punks, marginaux et junkies devient l'une des signatures les plus marquantes du film. Le tournage ne dure que 10 jours, presque intégralement dans un seul décor, le Café Flèche. Un cabaret post-apocalyptique imaginé comme un croisement entre les années 1950 et un futur nucléaire fantasmé. Sayedian récupère du mobilier rétro dans des entrepôts hollywoodiens. Sa compagne, Belinda Sayedian, conçoit les costumes à partir de friperies et de pièces faites main. Le tournage est divisé en 2 blocs distincts, 5 jours pour les scènes sexuelles, 5 jours pour les séquences narratives. Les installations électriques sont dissimulées derrière les décors pour ne pas éveiller les soupçons du propriétaire de l'immeuble qui ignore qu'un film pornographique est en train d'être tourné dans ses locaux.
Sayadian invente une couverture. Il prétend préparer des répétitions pour les Icecapades, les célèbres spectacles sur glace américains. Consigne donnée à toute l'équipe, si quelqu'un vous pose une question, vous êtes patineur, pas star du porno. Le film est tourné en 35 mm, avec une nouvelle pellicule Fuji 250 ultra sensible, encore quasiment inédite, qui permet d'éclairer certaines scènes avec des sources minimales, lampe torche, ampoule nue, bougie, néon. Sayadian refuse les chutes de pellicule bon marché habituelles du porno low cost et utilise une caméra Arri. Pour la musique, Sayadian fait appel à Mitchell Froom, encore au début de sa carrière, mais déjà bien connecté à la scène expérimentale de Los Angeles et ami d'enfance de Jerry Stahl. La commande est précise. Je savais exactement ce que je voulais pour la bande-son. Une musique d'Elmer Bernstein, des années 1950, jouée avec des synthétiseurs les plus modernes. Vieille ambiance, nouvelle technologie. Je veux que ce soit le plus perturbant possible. Rien de chaud, rien de sexy. Froom puise dans le jazz dissonant, les structures chromatiques, des textures proches de Brian Eno et de Kraftwerk, ou des grandes partitions de Henry Mancini, de Nino Rota. Il compose le thème principal, Thrill Factor, que Sayadian adopte immédiatement comme colonne vertébrale du film. Maintenant que l'on connaît le contexte de création du film, il est grand temps d'entrer dans ce que Café Flèche met en scène. Dans un futur post-apocalyptique, ravagé par une catastrophe nucléaire, l'humanité a été divisée en deux catégories. Les sexes positifs, capables d'éprouver et de pratiquer le désir physique, et les sexes négatifs, qui représentent la quasi-totalité de la population, et tombent gravement malades au moindre contact érotique. Au cœur de ce monde malade existe le Café Flèche, un cabaret décadent où les positifs se produisent sexuellement sur scène devant des négatifs condamnés à regarder sans jamais pouvoir participer. Le maître de cérémonie, Max Mélodramatique, anime chaque soirée avec un humour cruel et hystérique, transformant le désir frustré du public en spectacle humiliant. Le club est dirigé par Moms, ancienne femme ordinaire devenue patronne, pragmatique, autoritaire et maternelle à sa manière. Elle considère le Café Flèche comme une institution nécessaire au maintien de l'ordre social. Parmi les habitués du club se trouvent Nick et Lana, un couple de sexe négatif, hanté par le souvenir de leur ancienne intimité. Tandis que Nick sombre dans l'amertume et la jalousie, Lana devient de plus en plus fascinée par les performeurs du Café Flèche. Mais Nick ignore une chose essentielle, Lana n'est pas une véritable négative. En réalité, elle est une positive qui réprime et dissimule sa véritable nature. L'arrivée d'Angel, une jeune femme naïve venue du Wyoming, bouleverse l'équilibre du club. D'abord présentée comme une négative innocente, elle est rapidement démasquée comme sexe positive par les autorités sanitaires du régime. Propulsée malgré elle sur scène, Angel découvre avec euphorie un plaisir qu'elle avait toujours réprimé et devient bientôt la nouvelle attraction du Café Flèche. Mais l'événement majeur reste l'annonce de la venue de Johnny Rico, superstar sexuelle mystifiée par tout le milieu. Sa présence électrise le club. Fascinée, Lana glisse peu à peu vers une forme de transe érotique et finit, sous les encouragements pervers de Max et du public, par monter elle-même sur scène pour rejoindre Rico sous les yeux impuissants de Nick. Ce qui frappe immédiatement dans Café Flèche, c'est que le film ne cherche jamais réellement à exciter son spectateur. Dès son prologue, Steven Sayadian annonce au contraire un dispositif de frustration. La voix off d'ouverture énonce le principe du monde avec une froideur presque clinique. After the nuclear kiss, the positives remain to love, to perform. And the others, well, we negatives can only watch, can only come to Café Flèche. Toute la logique du film est déjà contenue dans ce « ne que ». La formule n'est pas descriptive, mais prescriptive, voire est devenue l'unique modalité d'existence des négatifs. Le voyeurisme n'est plus un choix pervers, c'est une condition politique et biologique. Ce point est fondamental, car Sayadian construit ensuite toute sa mise en scène autour de cette impossibilité. Formellement, Café Flèche filme des performances sexuelles frontales, mais il y a toujours des plans de coupe. La caméra revient systématiquement sur les visages du public. Gros plans serrés, regards fixes, visages maladifs, silhouettes épuisées. L'absurdité des spectacles devient d'autant plus dérangeante qu'elle est constamment interrompue par ces figures de spectateurs dévastés, qui ressemblent moins à des clients excités qu'à des toxicomanes en manque. Ces plans ne sont jamais anecdotiques. La véritable représentation n'est pas celle des positifs sur scène, mais celle des négatifs dans la salle.
Le film superpose ainsi deux spectacles simultanés, celui du sexe performé et celui du désir impossible. Le Café Flèche apparaît alors moins comme un cabaret érotique que comme une institution de contrôle. Le personnage de Mr. Joy en est l'incarnation parfaite. Sa porte métallique ressemble à celle d'un coffre-fort ou d'un bunker. Chaque entrée devient un rituel de passage quasi religieux. Mr. Joy est le gardien d'une prison dont les prisonniers paient eux-mêmes l'entrée. Au centre de ce dispositif se trouve le personnage de Max, maître de cérémonie grotesque du club. Contrairement aux autres, Max ne masque jamais la cruauté du système. I just love sex negatives. I love those little tears of hunger in your eyes. That's my nectar. Il se nourrit de la frustration du public et l'intensifie volontairement. Le geste de mimer une injection de drogue dans son bras, suivi d'extase, est une provocation parfaitement calculée. Il leur montre ce qu'ils ne pourront jamais ressentir, et jouit de leur impossibilité à le ressentir. Son pouvoir est fondé sur cette asymétrie, mais sa rhétorique repose entièrement sur le simulacre. Max enchaîne les imitations, Bela Lugosi, Elvis, Brando, Burt Lancaster, comme autant de masques d'une virilité empruntée. Il ne produit pas du plaisir, mais sa caricature. Le Café Flèche prolonge cette logique. Son esthétique du recyclage fait du décor lui-même une mémoire falsifiée, faite d'objets détournés, éprouvettes, oiseaux empaillés, cubes de verre, comme une nostalgie artificielle du monde d'avant. Mais dans ce monde post-apocalyptique, les positifs, eux, ne possèdent pas leur corps. Ils sont réquisitionnés, transformés en ressources sexuelles au service du système. Le personnage d'Angel rend cette logique explicite. Arrivée du Wyoming, elle est immédiatement repérée et embarquée sans violence. La loi suffit. If she's a positive, it's her duty to perform. Le mot-clé est là, devoir. La sexualité devient un service obligatoire. La virginité d'Angel devient un capital, sa peur un élément de mise en scène, et son enthousiasme final, alors qu'elle finira par performer, une possible normalisation. Angel est immédiatement absorbée. C'est pour ça que les performances sexuelles elles-mêmes prolongent cette notion de simulacre dont on parlait. Chaque numéro fonctionne comme une allégorie absurde de fantasmes pornographiques traditionnels. Sayadian ne filme jamais des scènes sexuelles réalistes. Il construit des tableaux surréalistes où les clichés du porno sont poussés jusqu'au ridicule. Le premier numéro, celui du rat livreur, de la femme qui tricote et ses 3 bébés mutants, détourne le fantasme domestique américain classique du laitier et du livreur séduisant la femme au foyer. L'idée n'est pas seulement absurde, elle révèle le caractère profondément mécanique et codifié du fantasme pornographique lui-même. La scène du bureau pousse encore plus loin cette logique. Une secrétaire nue répète mécaniquement Do you want me to type a memo? tandis qu'un homme, portant un masque de crayon géant, pénètre une femme sur un bureau devant des projections de derricks pétroliers. La scène y devient littéralement bureaucratique. Les corps fonctionnent comme des machines répétitives, prisonniers d'une routine professionnelle autant que sexuelle. Sayadian ne se contente pas de parodier le domaine du travail, il met à nu la structure industrielle de la pornographie elle-même. La séquence suivante, entre les deux femmes, une américaine et une soviétique, qui s'unissent sous les sirènes, devant un décor évoquant la guerre froide, montre bien la dimension politique de Café Flèche. Même la rivalité entre les blocs devient ici performance érotique. Café Flèche s'inscrit directement dans le climat paranoïaque du début des années 80. Peur nucléaire, guerre froide, conservatisme réganien et retour du puritanisme américain. Sayadian transforme ces tensions idéologiques en spectacles sexuels grotesques. Ce qui unifie ces tableaux sexuels, c'est la froideur formelle qui les traverse. Les corps bougent au rythme d'une boîte à rythme synthétique et répétitive. La musique ne les accompagne pas, elle les programme. Les visages restent neutres, presque absents. Les performeurs ne deviennent jamais des sujets psychologiques, ils restent des surfaces, des fonctions. Là où le porno des années 70 cherchait encore une chaleur charnelle, Café Flèche anticipe la froideur industrielle du porno vidéo des années 80. La standardisation des corps, la répétition des gestes, la disparition du désir au profit de la pure performance technique. La mise en scène de Sayadian empêche l'identification érotique, elle sabote notre plaisir. Le spectateur finit par ressentir exactement la même frustration que les négatifs du club. Nous regardons un film incapable de fonctionner comme un porno traditionnel. Le génie du film réside précisément dans ce retournement. Café Flèche ne montre pas seulement un dispositif de voyeurisme, il nous y enferme. La structure du club reproduit exactement celle d'une salle de cinéma. Une pièce sombre, un public immobile, l'impossibilité d'intervenir. Les négatifs deviennent des doubles, ils nous renvoient à notre propre passivité.
Sayadian utilise les codes du hardcore, non pour produire du plaisir, le film refuse constamment de nous satisfaire pleinement, mais pour analyser les mécanismes du spectacle sexuel. Il transforme la pornographie en expérience critique. Il interroge notre regard. Sommes-nous, comme les négatifs, incapables de partir, incapables de détourner le regard? Can't keep away. Hey friend, kind of a habit, isn't it? Ce qui rend Café Flèche si troublant, c'est que ce dispositif finit par contaminer les corps, les relations et l'intimité même de ces personnages. À travers Nick et Lana, le film montre alors les conséquences physiques et psychologiques de ce désir devenu impossible. Contrairement aux autres négatifs, Nick refuse de s'adapter à sa condition. Son ironie permanente n'est qu'une défense fragile. Il admet ne plus supporter ses soirées, mais revient chaque soir. La frustration est devenue une identité. Cette tension culmine dans la scène de l'appartement, la plus intime du film. À l'opposé du Café Flèche et de ses lumières théâtrales, l'espace est nu, silencieux, presque étouffant. Nick avoue qu'il aimerait accepter ce monde comme Lana, mais qu'il en est incapable. Puis vient la tentative de contact physique. Le désir existe encore, mais le corps refuse. Face à lui, Lana suit un trajet inverse. Là où Nick reste paralysé par le manque, elle glisse progressivement vers le spectacle. Dans une scène clé, seule dans le bureau de Moms, Lana découvre sa positivité. Elle prend du plaisir, pendant que Max l'observe en secret. Elle cesse d'être spectatrice pour devenir à son tour objet du regard. Mais c'est aussi, paradoxalement, la séquence la plus pudique du film. La caméra, en plongée zénitale, s'éloigne lentement de Lana, puis la laisse hors cadre, comme si le véritable plaisir, celui qui n'est pas mis en scène, pas commandé par le dispositif, était trop intime pour être montré frontalement. Pour un film pornographique, ce moment de retenue n'est pas anodin. Sayadian semble suggérer que la jouissance authentique échappe précisément au spectacle. La séquence finale montre que le dispositif, lui, ne laisse rien échapper. Max a vu, et ce qu'il a vu, il s'en sert. Attirée vers la scène par Max et portée par la foule, Lana rejoint le spectacle qu'elle contemplait depuis le début. Le film refuse pourtant d'y voir une libération simple. Son plaisir est immédiatement absorbé par l'institution, sous les regards satisfaits de Max et Moms. Lana rend simplement visible ce qui était latent depuis le début. Elle appartenait déjà au dispositif, comme spectatrice, comme désirante et finalement comme performeuse. À sa sortie, et malgré un budget supplémentaire de 10 000 $ pour la promotion et les affiches, le film est un échec cuisant dans le circuit du cinéma pornographique. La première fois que j'ai projeté Café Flèche devant les critiques du X, lors d'une avant-première sans public, le numéro 1 des critiques de l'époque m'a dit « Vous avez pris une paire de seins parfaite et vous l'avez enfermée dans un soutien-gorge en fil de barbelé. Vous vous moquez de cette industrie et des gens qui vont voir ces films. Ils m'en voulaient vraiment. » Projeté dans des salles comme le Pussycat Theater, le film suscite incompréhension et colère. Des spectateurs quittent la salle en cours de projection et réclament leur remboursement. Le film est rejeté par l'industrie pour laquelle il était destiné. Il ne correspond à aucune attente. Retiré de la distribution, il est ensuite revendu à une autre société et reste longtemps oublié sur une étagère. Jusqu'au jour où un jeune responsable marketing décide de le programmer, non plus comme un film porno, mais comme un film d'art et d'essai. Le film est alors projeté au New Art Theater de Los Angeles, salle emblématique des séances de minuit, aux côtés de The Rocky Horror Picture Show, Eraserhead ou Pink Flamingo. Café Flèche a mis du temps à trouver sa place. Aujourd'hui devenu culte, c'est un film qui mérite vraiment d'être découvert, si ce n'est pas déjà fait. Press stop now. Do not rewind the tape. Please eject the tape at this time.